Tester son code est un sujet qui divise et rassemble tout à la fois la communauté des développeurs. Si chacun s'accorde à reconnaître qu'il est indispensable de s'assurer que son application fonctionne comme attendu, les méthodes pour arriver à cette fin diffèrent largement d'une équipe à une autre, quand elles ne s'opposent pas totalement. Alors que certains sont des adeptes de l'extreme programming et du test-driven development, d'autres testent directement leur code en production. Il y a ceux qui considèrent que les tests sont une perte de vélocité, tandis que d'autres trouvent que c'est une réduction drastique de temps dans la boucle de feedback. S'il y a une approche meilleure qu'une autre, comment le savoir? C'est pour répondre à cette question que je reçois Fabrice Nourisson. Fabrice est lead développeur chez Servbox et un partisan modéré de l'extreme programming. Nous parlons ensemble des différentes situations qui amènent à réfléchir sur la meilleure manière de tester son code. Bonjour Fabrice, bienvenue. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler un peu de test de code. Première question toute simple. Pourquoi est-ce qu'il faut tester son code? Pourquoi il faut tester son code? Je pense que ça dépend des personnes. Parce que moi, j'aime tellement, tester et tester mon code. Quand je vois des personnes qui testent pas leur code, j'essaye de trouver un angle d'attaque qui leur permet d'être prêts à tester leur code. Ça peut être pour différentes raisons. Moi, aujourd'hui, il y a 2 raisons qui me motivent à tester mon code. C'est de garantir que le logiciel que je vais fournir à mon client fonctionne correctement. Et il y a une autre fonctionnalité que j'adore dans les tests, c'est ça me permet de faire une sorte de to-do list ou une checklist de mon avancement en fait. Ça me permet de voir que dans une journée de travail, au début de ma journée, j'avais 10 tests qui passaient, à la fin de ma journée, j'en ai 15. On ne peut pas me retirer, j'ai fait 5 trucs. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais j'ai fait quelque chose et je peux le prouver d'un point de vue mathématique, c'est là. Voilà, c'est ces deux choses-là. Donc c'est pour ça que il faut tester son code parce que ça apporte quelque chose. Il faut trouver ce que ça apporte, mais ça apporte forcément quelque chose à sa manière de coder, à sa manière de travailler. Avant de revenir justement sur ce que tu viens de me dire, j'aimerais bien savoir aussi, quand on parle de test, de quel type de test est-ce qu'on peut parler et quel type de test je peux appliquer à mon code? Il existe plein de tests différents en fait possibles et réalisables. C'est pour ça que quand je disais chercher un angle d'attaque, il y en a plein. Il y a des tests unitaires, il y a des tests fonctionnels, il y a des tests de propriété, il y a des tests de charge. On peut faire plein de types de tests. Si on n'en fait pas, moi je dirais il faut commencer par ceux pour lesquels on a plus d'appétence. Moi, j'ai commencé à vraiment tester mon logiciel. C'est au début des années 2000 où quand je me suis retrouvé dans une équipe où je voulais voir comment on livrait des logiciels à un client, je me retrouvais à faire des tests manuels. Et ça, pour du logiciel, j'ai trouvé ça mais complètement débile. Je me suis dit, on a des ordinateurs, il faut que ça soit l'ordinateur qui fasse ces tests et pas l'humain. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire plutôt on va appeler des tests fonctionnels, donc en me basant du côté client. Donc c'était une API, donc je testais l'API, donc je testais les choses en boîte noire. Après, quand je suis revenu à du développement un peu plus back-end, un peu plus profond, je me suis mis à faire des tests toujours fonctionnels, mais après des tests unitaires, et ça dépendait ce que je faisais, quoi. Il y a plein de types de tests. Il faut faire attention aussi aux noms que je vais donner une, un petit exemple sur un client, par exemple. J'ai un client industriel, et ce client industriel qui fait pas de développement, mais lui, quand il passe de tests unitaires, en fait, lui parle de tests unitaires fonctionnels ou qu'il réalise manuellement. Donc on a eu un appel d'offres où j'avais un de mes collègues qui était habitué à ça, il me dit attention, quand ils parlent eux de tests unitaires, c'est pas les tests unitaires des développeurs. Eux, tests unitaires, c'est tester unitairement une fonctionnalité du logiciel, manuellement en plus. Donc on peut parler de plein de tests, il y a plein de noms. Moi je suis pas très fort en définition des noms parce que j'aime bien couvrir tout le spectre des tests.
C'est quoi la différence entre un test fonctionnel pour le coup et un test unitaire? Alors, test fonctionnel, c'est où on se positionne. Un test fonctionnel, comme son l'indice, on va tester une fonction. Souvent, quand on parle de test, on parle aussi de story et de critères d'acceptation et assez souvent, moi, je fais un parallèle, rapide entre, un critère d'acceptation qu'on peut avoir dans une story et un test fonctionnel, en fait. Souvent, quand j'ai des petits jeunes ou des développeurs, je dis: «Bah, pour chaque critère d'acceptation de ta story, bah, tu vas me faire un test fonctionnel». Donc ça permet de voir qu'on a bien fait la story. Et le test unitaire, il sera plus là pour s'assurer d'un point au niveau de la classe ou des choses que l'on va mettre en œuvre pour réaliser cette fonctionnalité, que la classe fonctionne bien, que les méthodes ont le comportement attendu, quoi. D'accord, si je voulais un exemple, sur un site de e-commerce, le test fonctionnel, c'est tout le parcours pour que j'achète un produit? Voilà, Et le test unitaire, ça va être peut-être juste la fonction qui fait que je peux ajouter l'article sélectionné dans mon panier. on peut dire ça comme ça, quoi. OK. Et puis après, suivant le niveau, ça sera même au niveau de ta classe sur quand tu ajoutes un article dans ton panier, que le nombre d'articles dans ton panier ait été incrémenté du nombre d'articles que tu as ajouté, quoi. Si on commence par les tests unitaires donc, Ouais. quand on écrit un test unitaire, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour l'écrire et des choses à ne pas faire pour l'écrire? Des choses à savoir. Si je formule différemment, comment j'écris un test unitaire donc pour une fonctionnalité? Par exemple, j'ai une fonction qui fait ajouter un article à mon panier. Mmh. Comment derrière moi je fais un test qui va valider que la fonction que je fais remplit bien la tâche que je lui demande? Alors, moi, les tests que je fais, j'essaye dans la mesure du possible de les faire en TDD, donc à réaliser les tests avant de coder ma fonctionnalité. Et donc, quand j'écris un test unitaire, je me place toujours dans la position de l'utilisateur de la classe, en fait. Moi, quand je vais utiliser cette classe-là, quelles sont les méthodes que je veux avoir au niveau de cette classe pour pouvoir faire mes actions. C'est comme ça que je déjà écrire le test. C'est-à-dire, je vais pas coder ma classe. Au départ, je vais dire cette classe-là, pour interagir avec son milieu, quelles sont les interfaces dont elle a besoin. Donc c'est par là que je commence. Après, les choses qu'il faut savoir, il faut qu'ils soient indépendants les uns des autres. Mais j'avoue que ça fait une certain nombre d'années que j'en fais que pour donner des conseils aujourd'hui, comme j'en donne pas récemment, c'est un peu presque instinctif aujourd'hui. C'est un peu, j'ai du mal à répondre à cette question, quoi. OK, mais c'est pas un souci. Moi, ce que je vois quand j'ai besoin de créer un test unitaire, par exemple, c'est je me demande toujours si je teste la bonne chose ou si je fais pas un test pour dire que ma méthode, ma fonction ou ce que tu veux passe. Mmh. Et j'ai entendu dire qu'il fallait, par exemple, tester les cas bordure un peu à ce que tu veux faire. Ouais, les cas limites. Alors, faut savoir que moi, depuis 15 ans, c'est pas des langages, bah, à part Erlang qui est un langage compilé, mais sinon j'ai beaucoup fait de Python ou de Ruby, donc c'est pas des langages compilés. Donc je peux pas me baser sur un compilateur pour vérifier un certain nombre de choses, quoi. Quand tu dis que ma méthode passe, moi en Ruby ou en Python, je dois faire des tests pour prouver que ma méthode passe, quoi. Parce que j'ai pas d'autres moyens aujourd'hui qui m'assurent que j'ai pas une division par zéro ou j'utilise pas une variable qui est pas initialisée, des choses dans ce genre. J'ai pas de l'outillage de mon langage ne me permet pas d'assurer des tests qui pourraient être faits par un système de type ou des choses dans ce genre, quoi. Mmh. Donc déjà, moi, dans un premier temps, le fait que dans les cas normaux, ça réponde, c'est déjà le minimum en fait. Les cas limites, il faut les faire, mais c'est pas sur cela que je commence à faire mes tests. Moi, c'est sur les cas de base en fait. Et il faut faire les cas limites et après c'est où on s'arrête sur les cas limites quoi. Mmh. Voilà.
Et dans le scénario d'écrire des tests unitaires, qu'est-ce que le TDD vient apporter? Alors le TDD vient apporter, une manière de penser son code. C'est comme je dis tout à l'heure, on pense son code pour, c'est pas, ma classe qui dit: «C'est comme ça qu'on doit m'utiliser», c'est les autres qui dit à la classe: «Moi, j'aimerais t'utiliser comme ça». On inverse le système de pensée et que ça nous oblige à réfléchir à la conception de sa classe au moment où on écrit le test, en fait. Et donc, en pensant comme ça, déjà, on se force à rendre les choses testables. Donc, c'est une autre manière de penser. Moi, justement, dans la boîte où je suis aujourd'hui, je suis rentré aussi pour ce côté-là où je suis un peu un ayatollah du test où je peux passer des jours et des jours ou des heures à parler de tests et de dire que c'est bien, il faut en faire. C'était l'idée justement d'essayer d'inculquer, d'accompagner mes collègues justement au fait de la pratique du test. Quoi. Et le CTO de la boîte avait dit au bout de 1 ou 2 ans qu'effectivement il avait modifié sa manière de coder pour rendre son code plus testable. Quoi. Même s'il le faisait, c'est pas les tests avant son code, sa manière de coder avait changé pour le rendre testable, quoi, pour arriver à prouver les choses. Quoi. C'est ça que ça apporte le DD, ça apporte une nouvelle manière de penser son code. Quoi. Je trouve qu'il faut déjà avoir une belle habitude de son code. Alors peut-être que non, en fait. Est-ce que le test pourrait être écrit en langage naturel, quasiment? Ben, j'y crois plus. J'y ai cru à une époque. Hein. C'était un peu une chimère pour moi. J'espérais à une époque de pouvoir. Alors moi, je viens j'ai été baigné dans l'extreme programming. J'ai eu la chance de faire partie des premières équipes XP de XP France. Et donc on avait tous les rôles. Et moi, à une époque dans cette équipe XP, j'avais le rôle du client dans l'équipe de développement. Donc j'écrivais en fait des tests en Python on avait fait des DSL, donc on essayait de se rapprocher du langage naturel. Donc c'était avant, je pense que c'était 2-3 ans avant que le BDD ou des choses comme ça apparaissent. J'espérais qu'à un moment on arrive à faire du langage naturel ou avec des outils comme Feature, je crois que ça s'appelle, où tu avais un tableau de ce type, un tableau Excel, qui est hyper utilisé dans le monde informatique pour les gens qui font pas du développement. S'ils font pas du développement et qui sont dans des boîtes d'informatique, ils font du Excel. Donc l'idée, c'était d'avoir des fiches Excel où tu es un client c'est pas du langage naturel, mais c'est un outil qui sait utiliser, qui sait appréhender. Et j'ai jamais été hyper satisfait de la chose. Et aujourd'hui, j'en suis revenu. Et souvent, j'ai l'impression qu'on réinvente des langages pour écrire des tests en langage naturel. Et je me dis, il y a des langages qui existent et aujourd'hui, j'en vois pas l'intérêt. Quoi. Je trouve que ça n'a jamais marché, donc je suis passé à d'autres à d'autres chimères. Alors certains prétendent aussi donc que les tests unitaires viennent aussi documenter le code. Est-ce que c'est le cas? J'y pensais, ouais, ça documente le code, mais aujourd'hui, je pense qu'un code bien écrit, il se documente tout seul en fait. C'est pas les tests qui documentent le code. Quoi. À une époque, je me disais, il faut écrire des tests parce que ça permet de documenter, on voit comment on utilise. Aujourd'hui, alors le code que je réalise, c'est du code métier. Il n'y a pas pour utiliser un gros, il n'y a pas des gros algorithmes. Je fais pas du triabule. Enfin, je fais pas des choses entre guillemets compliquées d'un point de vue informatique. Je fais des choses compliquées d'un point de vue métier en fait, mais pas. J'ai les des algorithmes trouvés sur Google à réimplémenter dans mon code, j'en ai pas. Je fais du code métier qui peut être compliqué. Moi aujourd'hui, je pense que le code lui-même se documente beaucoup plus s'il est bien écrit, s'il est lisible, se documente beaucoup plus que les tests en eux-mêmes. Quoi. Hélas, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la même discipline au niveau des tests que l'on peut avoir au niveau du ce qu'on appelle le code. C'est déjà terrible parce que les tests en eux-mêmes, c'est du code.
on devrait avoir la même discipline au niveau des tests qu'on a au niveau du code, c'est-à-dire on devrait refactorer nos tests, on devrait pas s'autoriser certaines pratiques qu'on s'autorise dans les tests qu'on s'autorise pas dans le code de base. Donc voilà, donc ça, moi je pense pas que les tests documentent le code. J'ai changé d'avis. Hein. Tu m'aurais posé la question il y a 5-10 ans, j'aurais dit l'inverse. Ok. Et peut-être que dans 5 ans, si je change de langage, je changerai d'avis. Quoi. Mais ça... Tu parles de refactoring, justement, et ce que j'ai entendu aussi, c'est que les tests unitaires permettaient aussi de faire un refactoring de son code en s'assurant qu'il fonctionne toujours aussi bien. Ouais, c'est l'un des points aussi qui peut être intéressant pour inculquer à des équipes qui font pas trop de tests, pour leur dire que ça peut être utile, c'est que quand on a une application qui est correctement testée, on peut modifier le code en ayant une sécurité sur le fait qu'il va continuer à fonctionner parce que j'ai des tests qui me permettent de vérifier son comportement. Et des fois, il m'est arrivé des sortes d'épiphanies sur des projets où on a un client qui remonte une anomalie et tu corriges l'anomalie et tu fais son refactoring. T'as pas compris l'ensemble des classes que t'as modifiées, mais l'ensemble des tests passent. T'as corrigé une problématique client et ça c'est les quelques fois où ça m'est arrivé, je trouve ça hyper intellectuellement hyper agréable on a produit quelque chose très très vite, on a produit de la valeur pour un client très très vite, et c'était pas grave si on n'a pas compris le code qu'on avait modifié. Je peux comprendre qu'il y a certains développeurs, ils aiment pas ça, de pas comprendre complètement le code ou ce que ça fait. Mais moi, des fois, quand ça m'arrive, ça me dérange pas, quoi, de voir du code et de modifier, de continuer que ça marche et pas comprendre la moelle du code. Moi, ça me dérange pas. Et les tests me permettent de faire ça. Puisqu'on en a parlé justement de peut-être d'une certaine vélocité dans la production de code, est-ce que le TDD Mmh. permet plus de rapidité pour un MVP? J'entends bien un MVP, c'est-à-dire que si on a les tests, après on pourra recoder et faire les choses plus proprement, mais dans le cadre d'un MVP, est-ce que le TDD peut accélérer en tout cas la création d'une application? Alors, dans le cas d'un MVP, je ne pense pas. Si, si je reprends, c'est un vieil article qu'avait fait Ken Beck, je ne sais même plus à quelle époque. Donc, Ken Beck qui est un peu notre père à tous pour ceux qui pratiquent le TDD. Il disait que dans certaines pratiques de son code, le TDD n'était pas foncièrement pas utile, mais des fois ça pouvait ralentir le fait de produire un MVP quand on veut explorer des choses où on ne sait pas où on veut aller, comment on va le tester. Il peut être plus pertinent de pas faire TDD et de coder et de voir ce que ça donne quand on code directement. Quoi. Alors un MVP, donc nous on en a réalisé dans ma boîte. Souvent c'est une quinzaine de jours de développement. Je suis pas sûr que je ferai des tests, sûrement pas de TDD dans les premiers jours du développement de ce MVP, mais assez rapidement pour moi, pour valider parce que je suis quelqu'un qui a assez peu confiance en lui, donc chaque ligne de code que j'écris, je pense que j'ai fait une erreur dessus, quoi. Donc j'ai besoin d'écrire des tests après ou déjà après pour être sûr que ce que j'ai écrit fonctionne correctement. Et je pense que au bout de 3-4 jours, je reviendrai à faire du TDD parce que ça me permet de me poser, ça me permet de réfléchir en fait. Parce que aujourd'hui, j'ai du mal à réfléchir sans produire du code en fait. Mes collègues, quand on fait une réunion de conception, ils arrivent beaucoup plus facilement que moi à organiser les choses, à voir comment ça va se passer. Moi, j'arrive à peu près à voir comment ça va s'imbriquer les uns dans les autres, mais j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'il y ait un flottement et qu'on voit pas quand on fait avec un papier et un crayon. Donc, moi, le fait de faire des TD me permet de lever ce doute-là, en fait. Mmh. Et donc, sur un MVP,
c'est clair que je ferai pas du TDD au début, mais j'en aurai besoin assez rapidement, quoi. Alors si ça accélère pas en tout cas le développement, par contre, j'imagine que quand on part à faire un MVP et que après justement ça devient une application qui est utilisée, le fait d'avoir écrit des tests lors de ce MVP peut-être va aider le refactoring suivant. Alors ça aide peut-être pas dans la première phase, mais est-ce que ça aide plus dans la deuxième? Mais alors, le MVP, pour moi, c'est pas parce que c'est un MVP qu'on doit coder salement quand même. Le code doit être toujours propre. Donc, de toute manière, que ce soit un MVP ou un autre, il faut penser que le code va vivre et le code, comme il va vivre, on va faire du refactoring dessus, quoi. Que ce soit un MVP ou pas, quoi. Mmh. Même si on n'est pas à l'abri d'un succès, quoi. Donc, effectivement, il faut écrire son code dans la mesure proprement avec des tests et se disant que il va être refactoré, quoi. Ça va l'être. On tire rarement juste du premier coup. Et il va être refactoré parce qu'à un moment, on va sur une nouvelle fonctionnalité que le client va proposer, on n'avait pas prévu que ça s'imbrique à cet endroit-là. Donc on va avoir un gloubi-boulga de code et là, à ce moment-là, pour insérer une nouvelle fonctionnalité, on va devoir modifier son code pour faire en sorte que cette nouvelle fonctionnalité s'imbrique. Pourquoi je dis gloubi-boulga, c'est que dans les patterns de refactoring, ça arrive assez souvent que t'en aies un et t'as le retour inverse en fait. Hein. Dans les refactoring, tu peux faire des va-et-vient en fait. Et suivant là où tu es, tu le fais dans un sens ou dans l'autre quoi. Mmh. Le refactoring arrivera. Faut pas avoir peur de ça quoi. Là, tu dis que les tests te permettent d'être sûr de ton code, tout comme tu avais dit tout au départ que toi, d'avoir des tests, ça t'assurait que tu pouvais t'assurer en tout cas que tu livrais à ton client un code qui fonctionne correctement. Mm. Comment justement arriver à ce degré de confiance? Donc on parle par exemple de couverture de code dans les tests, mais on sait bien que, les 100 c'est jamais faisable. Donc aujourd'hui, comment être sûr, suffisamment sûr en tout cas du code que tu livres au travers de tes tests? Alors, je vais te contredire, les 100% est tout à fait faisable. Je pourrais très bien faire un 100% de couverture de code, mais qui veut rien dire en fait. Mmh. Tu peux parcourir, tu fais que des asserts trous, ça passe tout, et tu testes rien. Sur la couverture de code, c'est aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a sur des clients qui connaissent pas du tout le développement, sur comment tu prouves que ton code est de qualité, c'est pas évident d'avoir des métriques fiables. Quand tu livres avant que ça passe en production, mon code au niveau qualité il est bien fait. Les métriques sont pas faciles à avoir en fait. Tu peux avoir des métriques sur le nombre de retours, mais c'est à partir du moment où tu as mis en production, hein. C'est pas avant. Et la couverture de code, c'est un métrique assez simple. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utilisé, c'est qu'il est simple. Moi aujourd'hui, je m'en sers quand on me demande d'assurer la couverture de code, je m'en sers pour dire bah comme ça me permet de faire des tests. Et ça, je dis aux gens, bah, on doit faire une couverture de test, on va faire des tests. J'en profite aussi pour leur dire, on va faire des tests correctement, quoi. Donc, sur ce côté couverture de code, ça me sert à ça aujourd'hui. Ça me sert d'un point de vue politique pour dire, on va faire des tests. Sûr que c'est bien testé. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire les tests avant. Comme j'ai réalisé mon test avant, l'un des principes de base, c'est qu'il passe pas mon test, quoi, quand j'ai réalisé avant, parce que le code n'est pas là. Donc quand j'ai écrit mon bout de code, je sais qu'il y a quelque chose qui passait pas et qui passe maintenant. Et donc je suis toujours, quand je fais mon test après, en revanche, je suis toujours obligé de modifier mon code pour voir que mon test passait pas, pour être sûr que j'ai fait quelque chose. Mmh. Ça peut être aussi l'une des erreurs que peuvent faire les jeunes développeurs qui se mettent à faire des tests. S'ils les font après et qui vérifient pas que leur test ne passe pas sans que le code qu'ils ont ajouté, ça soit rouge, bah en fait, ils testent rien, quoi. C'est un faux test, quoi. Donc, c'est des choses, c'est des pratiques à avoir, en fait. Je pense que c'est avec le temps qu'on arrive à mieux tester. C'est un peu comme quand on débug un soft, on sait, là, j'ai bidonné
récemment avec un jeune employé, ça fait 1 ou 2 ans qui développe d'un point de vue professionnel et on devait trouver un bug et je lui dis bah ça doit être là. Et à un moment il me dit mais pourquoi? Je sais pas, mais je savais qu'il y avait un endroit qui était un peu compliqué dans tout ce que tu avais fait et bah quand il y a des erreurs, c'est plutôt l'endroit où c'est compliqué et effectivement c'est là. Mais j'étais incapable de lui dire pourquoi c'était à cet endroit-là que j'ai commencé à fouiller quoi. Donc c'est de la pratique. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des vieux développeurs aussi, je pense. Non, mais c'est pratique c'est déjà arrivé aussi. Ma pratique de test, on fait des tests au niveau de développement et aussi au sein de nos équipes, on a des personnes qui font des recettes parce qu'on fait des recettes en déploiement pour vérifier d'un point de vue fonctionnel qu'on a bien compris les fonctionnalités et de manière récurrente, je modifie mes pratiques de test pour que ce soit pour que ce que je produis en termes de développement soit plus facilement utilisable, par exemple pour ceux aussi qui font les recettes. J'améliore les outils que je peux mettre à disposition à côté de mon code pour rendre les recettes plus faciles. Donc ça progresse tout le temps, quoi. Donc, ce que tu veux dire, si j'écris mon test après mon code, je vais devoir d'une certaine manière tester mon test pour m'assurer que le test est valide et que j'ai bien une erreur si jamais j'utilise mal ma fonction. Tu as entièrement raison. Tu as tout à fait bien compris. C'est OK. Et c'est ça et c'est ça souvent qui me gêne à écrire le test après, quoi. Mhm. C'est que tu dois casser le code que tu viens de faire et donc tu dois faire du contrôle Z après. J'ai l'impression d'être pas efficace dans cette partie-là justement d'écrire le test après. J'ai l'impression de pas être efficace. Si on veut livrer un code avec des tests, est-ce que selon toi, tu penses qu'on va plus vite en écrivant les tests avant ou après? Et juste, c'est pas dire si c'est mieux de les écrire avant ou après, mais vraiment d'un point de vue rapidité d'écriture du code. Rapidité d'écriture du code. La rapidité, c'est quelque chose qui est difficile à chiffrer, à visualiser, hein. C'est un des grands débats de toute la sphère des développeurs, hein. Qu'est-ce un développeur rapide ou pas? Moi, je sais que là où ça ralentit, quand on écrit les tests, là où ça ralentit, c'est quand les développeurs voient pas ce que leur apporte le fait d'écrire des tests. Si tu freines des pieds pour écrire des tests, forcément, tu vas perdre du temps à les écrire parce que tu vas pas comprendre et tu vas pas voir ce que ça t'apporte. Si il n'y a pas de sens à écrire le test, il n'y a aucune raison que tu l'écrives bien et que tu l'écrives rapidement. Mhm. Donc, dans mon équipe, quand il y a des personnes qui râlent parce que ils aiment pas écrire les tests, des fois ils râlent, mais c'est normal qu'ils râlent parce que moi parce que là sur une base de code, les tests mettent du temps à tourner. Je me suis habitué. C'est pas normal. Je devrais râler moi aussi. Donc des fois qu'ils râlent, c'est bien, c'est utile. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose où on s'est installé dans une routine qui n'est pas normale. Mais quand il râle parce qu'il n'aime pas écrire les tests, j'essaye de le convaincre que c'est utile pour lui. C'est utile pour son développement, c'est pour son développement de code. Ça, il faut que ça lui apporte quelque chose. Parce que moi, je sais que, parce que moi, je suis pour la propriété commune du code, hein. C'est que quand on est sur une base de code, si c'est Pierre-Paul Jacques qui a écrit le code, s'il y a une erreur ou si je le trouve pas bien, le lendemain, qu'on l'a mis sur la branche master, je vais pas aller le voir pour dire ton code est pourri. Je vais le modifier, quoi. Mhm. Le code est commun. Pour moi, c'est essentiel, hein. Et donc, si lui, il râle parce qu'il n'aime pas écrire des tests, dans ma tête, ça veut dire, il n'aime pas, il va les faire mal, donc au moment où je vais devoir utiliser son code, ou je vais devoir le refactorer, je vais souffrir de ça. Voilà. Après, je vais pas forcer tout le monde à faire du TDD, j'ai bien vu qu'il y en a qui n'y arrivaient pas. Et donc, je pense que c'est pas avant ou après, c'est pas là où où on perd du temps, quoi. C'est vraiment dans le fait de les écrire, comprendre pourquoi on les écrit, quoi. Mhm. Voilà. Belle réponse de Normand. Pour avoir confiance aussi dans son code, alors il y a toujours un peu des cas avec les tests unitaires, c'est que bah, des fois ta méthode ou ta fonction doit se connecter à une base de données ou utiliser un élément extérieur Mmh, et où on va utiliser un mock. mmh. Alors quand on doit faire du mocking justement, comment on peut s'assurer que notre test, ce qui va marcher avec,
ce faux instrument qui est le Mmh. mock dans notre test, mais comment s'assurer en fait que notre test fonctionne vraiment? Alors, quand tu parles de mock, moi, tout de suite, ce que ça me vient en tête, je dévie, hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles aussi j'avais beaucoup aimé, mon passage en Erlang avec les langages fonctionnels. C'est qu'au niveau des tests, c'est hyper agréable parce que comme c'est des langages fonctionnels, le retour d'une fonction dépend uniquement des paramètres, en entrée que tu vas passer, quoi. Il y a pas d'effet de bord. Donc ça, d'un point de vue test, c'est hyper satisfaisant, quoi. Mais tu veux dire quoi par là? Ouais. Si je reprends mon exemple, tu dois écrire quelque chose dans ta base de données et ta base de données est pas là, par exemple, ou elle met du temps à te répondre. Comment justement tu vas t'assurer que toi, ta fonction va réagir correctement à ce type d'événement qui est pas facilement testable? En tout cas, alors là, on est peut-être plus dans le cadre du test unitaire par contre, en effet. Non, mais si on peut être dans le cadre du test unitaire, après sur, tous ces événements-là, en fait, c'est pas évident de les connaître, mais ils peuvent être connus. Mmh. Ils peuvent être connus. Alors après, ça dépend de la criticité de cet événement-là, mais quand tu dois tester quelque chose sur une base de données, les réponses que peuvent te donner, ta base de données, tu peux les connaître. Ils sont quelque part. Après, ils sont peut-être pas facilement, tu peux peut-être pas facilement les trouver, mais tu peux avoir la liste des réponses que te donne ta base de données ou ta interface, et tu peux avoir un mock qui te donne, où tu peux faire tes tests unitaires pour tous les cas possibles, quoi. Tu pourrais très bien l'envisager. Et donc, après sur les cas limites, tu vas pas faire ça pour toutes les actions que tu vas faire au niveau de ta base. Tu vas le faire ailleurs, mais tu vas faire tous tes cas où ta base prend du temps, où tu as un basculement, tu peux avoir un basculement de maître à esclave. Je sais pas, j'ai pas de. J'avoue que aujourd'hui sur les applications que je réalise, c'est pas le genre, il y a pas besoin, j'ai pas besoin. Enfin, le coût est trop important à ces trucs-là par rapport à la probabilité que ça apparaisse, quoi, en fait, si je dis ça comme ça. Donc moi, je teste pas aujourd'hui. Je vois. Et est-ce que j'y pense justement, est-ce que tu écris tes tests, à la main? Donc, clairement, là, par exemple, j'évoquais, un time-out par rapport à une base de données. Mettons que tu doives, coder ça, est-ce que tu as créé le test? Ou alors est-ce que tu peux utiliser un framework de test qui justement va pouvoir, t'épargner d'avoir à tester ça parce que c'est des choses qui sont connues et elles peuvent être encodées à l'avance? Est-ce que ça existe les frameworks de test en fait, unitaires? Ah, il y a des frameworks de tests qui existent. Alors, est-ce que tu as des choses qui te font ça? Je sais pas. Ça fait longtemps que, comme c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça, j'ai pas regardé. Moi, dans les tests qui m'intéressent plus, dans les frameworks de tests qui m'intéressent plus, moi, j'ai hélas pas eu l'occasion de le mettre en œuvre d'un point de vue professionnel. C'est les tests par propriété, par boîte noire, en fait. C'est d'autres types de tests qui existent. Je change de sujet pour parler d'un sujet qui m'intéresse plus. C'est des tests où en fait tu crées des règles. C'est pour faire plutôt des tests en boîte noire. En fait, l'un des premiers projets, je crois, qui avait utilisé ce type de test, c'était en Haskell que ça avait été créé. Et c'était pour tester en boîte noire des composants chez Saab. Je sais plus si c'est pour les voitures ou pour les avions. Ça va être des contrôleurs de vol ou choses dans le genre, où tu crées des règles sur qu'est-ce que peut recevoir la boîte noire en entrée, et tu crées des règles sur en sortie, qu'est-ce que ça doit vérifier, en fait. Et donc, les tests par propriété, en fait, ça génère des données d'entrée et ça vérifie que pour ces données d'entrée, les données de sortie sont cohérentes. Et ce framework-là, qui s'appelle QuickCheck, en l'occurrence, quand il voit une erreur, en fait, ce qui est hyper bluffant et qui est hyper sympa, c'est que ça va shrunker tes données d'entrée. Donc ça va les modifier. Il sait que tu as une certaine donnée d'entrée qui crée un problème.
et il va essayer de trouver l'exemple minimal qui va reproduire l'erreur. Et ce qui est hyper, et donc pour ta base de données, j'ai un exemple d'utilisation de QuickCheck par Bachot, qui faisait RIAC. Bon, Bachot n'existe plus, mais RIAC, c'était une base en Erlang, et ils avaient utilisé QuickCheck en fait pour tester leur base de données. Et ils avaient fait un article de blog justement là-dessus. J'essaie de le retrouver. Et c'est hyper intéressant parce que justement, ils avaient trouvé des anomalies où, je sais plus, je crois qu'il y avait 3 clients, et l'erreur arrivait s'il y avait le deuxième client se déconnecter, et que entre temps le troisième client se déconnectait, et que il y avait à reproduire de manière unitaire, c'était hyper simple, mais à trouver, tu te dis, mais personne n'a pu trouver ça, quoi. Donc, pour ce type d'anomalie, tu pourrais, justement, sur les problèmes de base de données, tu pourrais mettre en œuvre ce type de choses-là. Mais eux, Bachot, ils l'ont fait parce que ils produisaient une base de données, quoi. Moi, en tant qu'utilisateur, c'est pas, voilà, je vais pas aller jusqu'à ce type de détail-là, quoi. Mmh. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. Alors, je crois l'avoir bien comprise, mais il me semble qu'à certains endroits chez Facebook, ils écrivent pas de tests parce que justement tous ces cas, Mmh. ils sont très, très longs à encoder, tous les cas qui pourraient se présenter Ouais. et le soft change beaucoup trop vite et comme ils ont une base d'utilisateurs qui est suffisamment grosse, ils peuvent se permettre de faire, de l'A/B testing par exemple et de finalement avoir des erreurs en production sur une base de code. Alors, moi, j'ai eu la chance, justement en Erlang, j'ai eu la chance, en fait, à l'époque où je travaillais dans la boîte en Erlang, en fait, on fournissait le système USSD de France Télécom. L'USSD, en gros mots, hein, j'espère qu'il n'y aura pas des spécialistes du SSD qui vont écouter, c'est faire du SMS connecté, en fait. À l'époque, quand il y avait des téléphones prépayés, c'est ce qui permettait notamment de recharger les téléphones en grattant une carte et en mettant le numéro, d'envoyer un message à un parent pour recharger un téléphone. Donc c'est ce qui avait remplacé les SVI, les serveurs vocaux où tu pouvais avoir ta consommation. C'était passé sur SSD parce que comme ça permettait à Orange d'utiliser un canal sous-utilisé. À l'époque, le SMS n'était pas très utilisé, et de libérer un canal voix pour le faire payer, parce que le SVI n'était pas payant. Et donc on avait donc l'USSD chez Orange France, c'est un service à l'époque qui était très marketing. Donc tous les 2 mois et demi, on avait des nouvelles fonctionnalités à mettre en œuvre, des nuits gratuites pour envoyer autant d'SMS qu'on voulait, des choses dans ce genre. Donc tous les 2 mois, on avait une mise en production de l'ensemble des partenaires qui fournissaient ce service USSD. Donc, on avait pas la plateforme USSD. Il y avait aussi d'autres plateformes chez Orange qui fournissaient d'autres services. On était à peu près une dizaine de fournisseurs, en fait, de 5 heures du matin à midi, livraient quelque chose. Et on pouvait pas tout tester nous non plus, parce qu'on avait 2 mois pour faire le truc. Et il y avait tellement de branches. Je crois qu'il y avait, à l'époque, on pouvait compter, en comptant le MVNO, chez Orange, il y avait, on pouvait souscrire une trentaine d'abonnements différents. Et si on mettait les options, on allait jusqu'à 200, quoi. On pouvait pas tout tester. En revanche, donc quand on faisait une mise en prod, on faisait une mise en prod effectivement sur un de nos serveurs. Et si on voyait qu'il y avait une erreur, bah, ça arrivait très vite. Ça, je peux te le confirmer. On faisait de la testing, ça arrivait très vite. Si tu avais une erreur, au bout d'une minute, tu avais déjà une centaine de clients et tu voyais clairement que c'était là où il y avait l'erreur. Donc on en faisait aussi. Et alors moi qui aime bien fournir des trucs à des gens, c'est travailler sur des systèmes comme ça, c'est hyper agréable, quoi, parce que la moindre erreur est sanctionnée tout de suite, quoi. Mmh. Donc tu le vois, c'est sanctionné, mais il n'y a pas de, entre guillemets, là, il n'y a pas de risque, parce que tu as d'autres serveurs qui ont toujours l'ancienne version, tu peux attendre, mais c'est et de voir les chiffres, tout ça, c'est aussi pour ça que j'avais mis cette période en Erlang, quoi. C'est avoir autant de personnes qui utilisent ton code, c'est classe, quoi. Voilà. Donc oui, ça m'étonne pas que Facebook c'est la même chose, quoi. Et pareil moi, j'avais vu une conférence d'une personne qui travaillait chez GitHub, et de la même manière, par rapport à l'utilisation de Git, où souvent on met sur master ce qu'on met en production, eux, ils mettaient en production avant de mettre sur master, et ils testaient des choses en production, parce que il y a tellement de choses, tellement de cas particuliers, il est plus rapide des fois
de tester en poussant en production que de tester soi-même, quoi, de faire le test, quoi. Mmh. Tout est une question de coût, en fait, hein, Mais et de retour sur investissement, hein. et de sûrement où on se place, en tant que développeur, si on est, la personne qui livre le produit final ou si on est, un fournisseur de quelque chose. Oui, tout à fait, parce que dans cette expérience-là, je pense que chez Facebook et chez GitHub, et moi dans mon expérience, dans cette boîte-là, c'était les développeurs qui livraient le truc et c'était eux qui tout de suite qui voyaient l'erreur et qui savaient où corriger la chose sur leur environnement de développement et de le reproduire et c'était c'était tout en un, quoi. C'était du DevOps avant qu'on fasse du DevOps, quoi, presque. Si je reviens un peu sur les tests aussi, est-ce qu'on teste ou est-ce qu'on a la même facilité à faire des tests ou à écrire des tests pour des applications front que pour des applications back? C'est beaucoup plus compliqué d'écrire des tests pour des applications front que pour des applications back. C'est pas ça, je pense que tout le monde sans doute le sait. Sur des applications back, si on caricature, on peut avoir des API et c'est des choses très binaires à tester, quoi. J'envoie A, ça doit te retourner B, quoi. Sur des applications front, c'est plus compliqué parce que il y a une notion d'affichage, il y a des choses qui peuvent interagir visuellement et qui font que les outils de test que l'on a aujourd'hui, qui ont beaucoup progressé par rapport à avant, font que c'est compliqué. En web, moi aujourd'hui je fais du web. On arrive à tester quand même pas mal de choses avec des moteurs comme WebKit ou des choses dans le genre. Moi, je me souviens que j'avais commencé à travailler, ça doit faire il y a 15 ans, avec du Selenium. C'était un peu la croix à la bannière, quoi. C'était rarement stable, ça marchait pas. Un peu avant, quand je faisais des postes de contrôle pour les trains et les métros, en fait, on faisait des dumps, pas PNG mais RAW de l'écran et on regardait si les aiguillages, on comparait des images, quoi. On regardait si les aiguillages étaient en rouge alors qu'ils doivent être en rouge, choses dans le genre. Je sais que quand c'est le cœur de métier, il y a certains industriels qui font en sorte de mettre en œuvre des choses pour setter le front, et donc ça passe par des outils assez spécifiques où notamment il y a des fournisseurs de boîtes internet pour la télé qui filment en fait, qui filment le rendu sur les télés et qui font de l'analyse images pour vérifier que ça marche bien. T'en as d'autres qui ont des bandes pour des téléphones, qui ont bandes de téléphones de toute taille et de tout modèle et qui vérifient de la même manière en faisant de l'analyse que ça fonctionne bien. Mais c'est compliqué et c'est coûteux. Mais si c'est ton cœur de métier, tu dois le mettre en œuvre. Ouais. C'est coûteux, mais en même temps, pour certains, pour certaines personnes, moi, je suis pas un grand fan de l'analyse de signal, mais pour des ingénieurs qui aiment bien faire de l'analyse de signal, je pense que c'est un champ des possibles qui est génial, quoi. Analyser de la vidéo et faire de l'analyse de signal, je suis persuadé qu'il y a des gens que ça passionne de faire ce truc-là, quoi. Mmh. Moi, aujourd'hui, comme je fais du web, je teste fonctionnellement mon web, donc à partir des classes CSS. Donc moi, je c'est ce que je dis à mes collègues, c'est que j'ai des classes CSS qui sont des classes fonctionnelles qui sont là pour réaliser mes tests, quoi. Il n'y a pas de honte à faire ça, quoi. Je rends mon code testable. Donc j'ai des classes CSS qui me permettent de rendre mon code, mon image testable. Et c'est pour ça qu'on a des tests de recettes, c'est pour voir que sur certaines configurations, il n'y ait pas des choses qui se chevauquent ou ça fasse visuellement ça fasse moche, quoi. Voilà. Mmh. Comment on peut, s'assurer qu'on n'a pas mis un bouton jaune sur un fond jaune ou quelque chose de trop criard? Alors le trop criard, ça c'est les goûts et les couleurs. Le visuel, ben t'as des choses qui existent, hein. Je sais qu'en Ruby, nous aujourd'hui, dans l'un de nos logiciels, justement, il y a l'utilisateur qui peut choisir
la couleur de background de là où il travaille. Et donc, quand on doit afficher des informations sur ce background qu'il a choisi, on calcule la couleur qui est la plus pertinente. Donc ça existe. Il y a des choses qui existent. Hein. C'est pas parce qu'on l'utilise pas que ça n'existe pas. Donc on peut faire des choses dans ce genre. Il suffit de chercher. Je suis persuadé que pour toutes les problématiques que tu avancerais, il y a à minima des travaux de recherche et il y a des choses qui peuvent être faites. Je sais que les développeurs web, pour l'accessibilité des pages web qu'ils créent, on peut faire des progrès. Quoi. Mhm. Il y a des normes qui existent, il y a des choses qu'il faut faire, ne peuvent pas faire. Et je suis sûr que parmi les choses qui sont recommandées, ça se base aussi sur des travaux de recherche. Et il y a, pour certains éléments, il y a des choses qui peuvent être trouvées pour aider aussi le développeur à respecter ou à faire en sorte que son front soit plus accessible pour les personnes, que ce soit déficients visuels, daltonien c'est pareil, ou même motrices. Enfin, il y a des choses qui existent, quoi. Et dans nos métiers, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui sont intéressés par ces sujets ou qui sont même au fait que ça existe, quoi. Mhm. Des fois, n'est jamais face à ce problème-là, on sait même pas qu'il existe, quoi. C'est ça qui est terrible. Ouais. Mais si je reviens un peu sur les tests, alors tu m'as dit fonctionnel pour plutôt du web. Ça veut dire que sur du back-end, j'ai la possibilité de commencer par des tests unitaires, peut-être moins facilement sur du web. Où ça se situe justement ces tests-là? On parle de pyramide des tests. Quand est-ce qu'on va dérouler les différents tests pour une application? Alors, le temps que ça prend pour dérouler ces tests, quand est-ce qu'on les pratique? À quelle fréquence peut-être? Quelles sont les bonnes pratiques de ce côté-là? Les bonnes pratiques, c'est les pratiques que l'équipe de développement est prête à faire. Il est difficile d'imposer des pratiques de développement à des équipes de développement. Moi, je sais que quand notamment j'ai fait de l'XP et on a fait l'XP de manière en prenant toutes les règles données par le lead de Ken Beck à la lettre. Donc on binômait tout le temps en fait. Même moi en tant que client, quand j'écrivais du code de client, je binômais avec un développeur. Donc c'était tout le temps. Et dans cette équipe-là, on sentait qu'il y avait il y avait des personnes sur le côté binomage, c'est pas facile. Il y a des personnes qui aiment pas avoir quelqu'un à côté d'eux pour échanger sur le code que l'on produit. Quoi. Ça marchait pas. Mmh. Donc moi, dans un monde idéal, avoir une équipe où il y a tout le monde qui binôme tout le temps et faire de l'XP, moi, c'est une période que j'ai adorée et que ouais, si ça revient, je sais que j'adorerais le faire. Quoi. Avec mes collègues aujourd'hui, je pense que c'est pas possible. Il y en a certains où il y aura des blocages. Tout s'adapte. Donc dans cette équipe-là, en fait, on faisait ce qu'on appelle de l'intégration continue. Donc on avait vraiment de l'intégration continue. On n'avait pas de branche. Bon, c'est une époque où les branches, c'était du CSV aussi. Hein. C'était un peu plus compliqué de faire des branches qu'avec Git et l'outil du genre. Mais on n'avait qu'une seule branche et tous les développeurs poussaient 2, 3, 4 fois par jour le code qu'ils produisaient sur la branche en question. Quoi. Le code était commun, donc là, c'était, on rejouait tous les tests et c'était une machine que l'on avait à côté qui jouait l'ensemble des tests de manière permanente. Elle tournait tout le temps. Et ce qu'on pouvait s'autoriser dans cette équipe-là, c'est que de jouer uniquement les tests que l'on venait d'écrire ou les tests pour les modèles que l'on avait modifiés ou les fonctionnalités qu'on avait modifiées. Parce qu'on savait que l'ensemble des tests allait être joué très rapidement dans la journée parce qu'on poussait très 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 régulièrement en fait. Donc ça dépend de ta pratique en fait. Moi je dirais que plus tu pousses souvent sur un outil de CI, moins tu te dois de ton côté à aller jouer souvent sur ton poste en fait. C'est plutôt la règle que je prendrais quoi. Et c'est pour ça que j'essaye
de dire à mes collègues de faire des bouts de code qui sont que l'on peut pousser même si sur des branches que l'on peut pousser de manière régulière, et que sur ces éléments-là, il y ait des tests et qu'ils puissent vérifier que ce qu'ils sont en train de faire ne va pas casser autre chose ailleurs, quoi. Pour qu'en plus que eux soient au courant le plus tôt possible d'éventuelles incompatibilités avec ce qu'ils font avec d'autres endroits dans le code, quoi. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est des problématiques que j'ai déjà eues, c'est pour ça que mon collègue Raleigh, je parlais tout à l'heure, c'est qu'on a des tests aujourd'hui qui sont beaucoup trop longs à passer en fait. Quand on les passe tous sur la machine de développement, on a des tests qui, si on prend toute la batterie de tests fonctionnels, unitaires, tests syntaxiques, des lint, tests de CVE, ça prend une demi-heure ou voire trois quarts d'heure sur certains dépôts. C'est beaucoup trop long, quoi. C'est beaucoup trop long. Donc on s'autorise à passer qu'une brique de temps, qu'une brique dans le développement, et qu'à la fin, quand on fait sa PR, de tout passer, ou de passer juste avant de faire la PR, mais sachant que la PR va le faire, il va te l'interdire ou te la refuser parce que ça passe pas. Mais c'est le problème de durée des tests, c'est une vraie problématique. Je pense que la problème de durée de test et des tests qui sont pas maintenus ou qui sont instables, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les équipes arrêtent de faire des tests en fait. Et j'ai ces problématiques, je les ai eues, dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai participé ou j'ai travaillé, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, on n'a pas des outils aussi qui permettent de paralyser une grande partie de ces tests? Ouais, on fait de la parallélisation. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec des outils comme Docker pour faire des tests de Docker dans Docker ou des choses dans ce genre, pour pouvoir, notamment sur les tests fonctionnels, de pouvoir facilement lancer des containers avec des bases de données. Enfin, on peut beaucoup plus facilement paralléliser les choses, tout à fait. Mais faut faire attention, c'est que est-ce qu'on va pas dans le côté plus on a de puissance, plus on l'utilise, quoi. Mmh. Et je pense qu'à un moment, la frugalité, il faudra qu'on s'y intéresse aussi, quoi. C'est la solution de facilité. Je l'utilise, mais c'est une solution de facilité, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je pourrais pas écrire? C'est là où je dis qu'on n'accorde pas la même priorité au code que l'on produit et aux tests, c'est qu'on laisse les tests dans un état non satisfaisant. Ils prennent de plus en plus de temps. On va rajouter de l'outillage pour pallier au fait que nos tests ils sont mal écrits, ils prennent du temps, quoi. Alors que on devrait avoir une rigueur un peu plus importante sur la bonne santé de nos tests. Bon, peut-être aussi ça dépend de la base de code que tu as testée. Je sais que Microsoft avait changé la manière de tester SQL Server, Mmh. mais parce que la base de code à tester et tous les tests, c'était plusieurs jours à passer. Ah mais Donc je l'entends bien, en termes de frugalité. mais là, sur les tests, effectivement, en plus, je pense que pour eux, tu avais un certain nombre de choses, de la compatibilité sur plusieurs versions, et à un moment où tu peux difficilement passer outre, tu peux pas cliner, quoi, parce que tu as besoin d'avoir toute cette base de code, hein. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Loin de là. Quand j'entends mon collègue râler, je sais qu'il a raison et je sais pas quoi faire, quoi. Enfin, je sais, mais ça vaut pas le coup. Alors Fabrice, une dernière question. Puisque tu as parlé de binomage, par curiosité, j'aimerais bien savoir si, et vu le contexte actuel, tu as déjà essayé des outils un peu nouveaux justement pour faire du binomage avec des personnes à distance? Alors, moi, j'aimais bien les vieux outils, parce que on va pas revenir dans le duel Emacs ou VI, parce eux, ils marchent très bien parce que c'est des éditeurs de type texte. Donc moi, j'avais commencé le binomage à distance avec un outil qui s'appelait Screen, qui maintenant on utilise plutôt Tmux que Screen. Mais il y a 15 ans, je faisais du binomage en Screen avec Emacs et ça marchait super bien. Surtout que c'était pour faire du back-end, donc on n'avait pas à partager un navigateur. On avait les tests dans la même fenêtre, c'était nickel, ça marchait. Il n'y avait pas de coupure, il n'y a pas de freeze, c'était génial.
Mais bon, on peut pas, comme je disais, c'est pas parce que ça marche sous Emacs qu'on doit, tous les développeurs doivent utiliser Emacs. Je suis pas, je suis pas un gentil dictateur. Et donc, justement, suite à ces confinements, il y a une autre pratique, moi, que j'aime beaucoup, qui est liée pas mal au test, c'est les coding dojo, où rapidement, en fait, c'est un certain nombre de développeurs ou pas, c'est des certain nombre de personnes qui se réunissent dans un cadre hors de production, un cadre sécurisé, c'est-à-dire on va pas juger, on va écouter les gens, on va tester des choses. On n'est pas là pour produire quelque chose qui fonctionne, on est là pour apprendre. Et lors de ces ces trucs que j'adore faire dans plein de langages que je connais pas, des vieux langages. Et donc, ça me manquait ce moment de partage que j'ai fait à l'extérieur et qu'on fait régulièrement au sein de l'équipe. Et donc, à cette occasion, j'ai testé deux, trois outils. Et il y en a qu'un qui aujourd'hui sort la tête de l'eau, et c'est Code de Microsoft avec LiveShare qui se débrouille bien en fait, hein, parce que on peut partager du code, on peut partager le terminal pour jouer les tests. Donc il y a des trucs qui sont un peu bizarres des fois qui se passent, mais ça marche bien. On l'a fait, ça marche bien, ça marche. Moi, je suis moins fan parce que comme je connais pas tous les raccourcis de l'éditeur, je suis beaucoup moins productif et je suis un peu perdu. Mais s'il fallait en recommander un, c'est celui-là que je recommanderais aujourd'hui. Pourquoi Code de Microsoft? C'est que je cherchais quelque chose. Code était déjà installé sur ma machine et j'ai vu qu'il y avait LiveShare, je l'ai installé, ça a marché du premier coup avec mon collègue. Je me suis dit, je vais pas en laisser un autre, quoi. Ok. Et donc, si ça marche du premier coup, c'est bon signe parce que j'avais essayé à une époque un plugin sous Atom, ça, j'avais jamais réussi à faire bien fonctionner. Donc, LiveShare fonctionnant, je les garde. Voilà. Fabrice, merci beaucoup en tout cas, c'était super sympa comme conversation. De rien. Alors, il y avait une petite question, tu avais un fil rouge, enfin, sur l'interview que tu m'avais envoyé. Il y avait une question que tu avais notée, que tu n'as pas posée, que j'aimais beaucoup. C'était juste pour l'anecdote. Et peut-on faire des tests dans tous les langages? Et j'aimerais répondre oui, parce que j'ai déjà fait des dojos en Bash. Et j'avais même fait une fois avec des potes, on avait fait du rétro gaming. Et il y a un copain qui avait amené un vieux Amstrad CPC 664 ou 464, je sais plus le modèle. Donc c'est pour les vieux. Et donc tu pouvais coder qu'en basique. Et donc je m'étais amusé justement avec ma vision aujourd'hui de comment je ferais justement pour que quand tu as juste une interface où tu peux juste taper, comment tu ferais des tests quoi, en fait. Et tu te retrouves à faire un peu ce que font les fabricants de matériel. En fait, tu fais des auto-tests, quoi. C'est au moment où tu fais ton run, en fait, tu joues tes tests, et puis si tous tes tests ont passé, et ben ton lycée se lance. Mhm. Donc voilà, donc tu peux en faire partout, et même moi ça arrivait au stade où même quand on fait du rétro gaming, où il y a des gens qui me ramènent des vieux ordinateurs que j'utilisais quand j'étais minot, je me dis ah putain, comment je ferais avec cet outil-là pour avoir la même pratique. Voilà. Donc les tests, faites-en, ça peut être sympa quoi. Même sous un Strat CPC. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait encore grand monde qui a un Amstrad CPC, mais on peut trouver un émulateur basique et puis essayer de le faire. Merci beaucoup. Là de rien. Merci à toi. Retrouvez Fabrice sur Twitter, @tucmol.